nous avons la grande chance et la grande joie d'accueillir Véronique Blanchard pour une conférence intitulée « Mauvaise graine ». Véronique Blanchard a travaillé comme éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse avant d'entamer des recherches dont elle va vous parler sur justement la justice des mineurs et la manière dont on traite les mineurs. Voilà, elle le dira beaucoup mieux que moi, donc je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup, merci Marie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très contente d'être là ce matin, très contente d'avoir été invitée par Concertina pour cette conférence qui va effectivement évoquer la question de l'enfance, de la jeunesse, dite irrégulière, catégorisée comme irrégulière à travers le temps. Et donc l'idée de cette conférence qu'on m'a demandé, et ce que je sais à peu près faire, c'est d'essayer de reprendre l'histoire de la justice des enfants pour vous montrer un peu d'où on vient concernant cette justice des enfants. Alors, je crois que j'ai perdu quelques illusions et je ne suis plus très certaine aujourd'hui que l'histoire, le fait de connaître son histoire, de bien appréhender son histoire, permette de ne pas répéter certaines erreurs du passé. Je suis plus très sûre de cette phrase. Je crois que j'ai commencé à faire de l'histoire en espérant ça, et je ne suis plus très sûre aujourd'hui que ça fonctionne comme ça. Mais peut-être, j'ose espérer en tout cas, que connaître son histoire, cela permet de mieux comprendre les enjeux actuels, et aussi, et peut-être, de mettre à mal les discours populistes, j'appuie sur ce terme, sur la nécessité de toujours plus de répressifs, plus de sanctions, plus d'enfermement, concernant en particulier les enfants et les adolescents. Tout cela a déjà été fait, tout cela on a déjà, nombreux et nombreuses, démontré que ça ne fonctionnait pas, que c'était même contre-productif et que ça n'a aucun sens au regard de l'histoire. Donc voilà, je vais essayer dans cette conférence qui doit durer une petite heure, mais j'aimerais laisser du temps aussi pour vos questions et un débat, peut-être. Alors, le thème de Concertina cette année, c'était l'appétit. Peut-être que j'aurais pu appeler ma conférence l'appétit de répression, mais j'ai préféré insister sur l'appétit de l'histoire et comment cette histoire de la jeunesse, de l'enfance, de la justice était une histoire finalement extrêmement récente à l'université. Ça fait moins de 20 ans que les universitaires, les chercheuses, les chercheurs s'intéressent aux archives de la justice, à la question de la perception de l'enfance et de la jeunesse. Il y a encore beaucoup à faire, et c'est pour ça que j'ai écrit Un champ à dévorer. Et mon expérience, elle a démarré autour de cette histoire quand j'étais éducatrice et quand je suis devenue responsable d'un lieu très particulier qui s'appelle le Centre d'exposition Enfants en Justice, qui est géré par le ministère de la Justice, la protection judiciaire de la jeunesse en particulier, qui est situé à Savigny-sur-Orge, dans le 91, dans le sud de Paris, et qui est un lieu d'exposition, un musée, surtout un lieu de mémoire, installé dans une institution de la justice des enfants qui existe depuis 1945. Et donc, on est là dans une muséographie, comme vous le voyez de manière un peu floue sur l'image, dans une muséographie très particulière, puisqu'on est dans l'espace d'accueil des enfants tels qu'ils étaient accueillis en 1945, 50, 60, quand ils arrivaient au centre d'observation de Savigny-sur-Orge. Et on va en parler, 1945, certains l'ont déjà évoqué pendant ces 3 jours de Concertina, c'est une date importante pour plein d'aspects et en particulier pour la justice des mineurs. Mais en 1945, on construit Savigny, c'est pas du tout une ancienne maison de correction, et voilà l'aile d'accueil telle qu'elle est pensée. Je ne sais pas si vous voyez, mais il s'agit, on va appeler ça des chambrettes. En fait, c'est des cellules de moins de 5 mètres carrés, avec un système de fermeture centralisé. Et c'est là que les jeunes, dans les années 50 et 60, sont accueillis pour être observés par la nouvelle justice des enfants. Pour vous dire à quel point l'empreinte du punitif, du répressif est extrêmement importante dans l'histoire de la justice des enfants. C'est à partir de ce musée qui a été pensé, réalisé par un historien qui s'appelle Mathias Gardet, que j'ai eu une forme d'expérience pédagogique
de la transmission de l'histoire de la justice des enfants. Et c'est comme ça qu'avec Mathias Gardé, on a écrit Mauvaise graine, que j'ai eu la joie de voir sur les tables de la librairie. Donc merci beaucoup. Et c'est à partir de ce travail, à la fois au centre d'exposition et à partir de cet ouvrage, que je vais essayer de dérouler ma conférence. Alors, je suis devenue une universitaire. Donc, les universitaires, ça aime les plans. Donc, j'ai fait un plan, mais je vais essayer quand même de faire ça de manière la plus fluide possible. Et là, j'aimerais insister sur les mots que j'ai mis en titre: innocent coupable, criminel né, enfant à rééduquer, enfant sans danger. Parce que le fil conducteur de ma conférence, ça va peut-être être que l'histoire nous montre à quel point le regard sur l'enfance et la jeunesse peut varier avec le temps. Et à quel point c'est ce regard ensuite qui organise les lois et les institutions de répression ou d'éducation de l'enfance dite irrégulière. Quand vous parlez d'enfants innocents coupables ou de criminels nés, vous voyez bien qu'on n'a pas la même perception de l'enfance selon les termes qu'on emploie. Et du coup, on met en place des institutions et des contraintes et des modes et des professionnels qui peuvent être très différents. Parfois, souvent, je dis, c'est pas réellement de la provocation, que les enfants au 19e, 20e, 21e siècle ont très peu changé. Ce qui change, c'est la manière de les percevoir, la manière de les regarder, la manière de leur faire une place dans notre société. Et bien sûr, ce n'est pas linéaire. Il n'y a pas un terrible 19e siècle et un merveilleux 21e siècle. Et inversement. D'accord? Et donc voilà, c'est tout ça que j'aimerais assez rapidement. Après, c'est un vrai pari, quand même. 200 ans d'histoire en moins de 45 minutes. Vous m'excuserez pour les raccourcis et vos questions seront là pour que je puisse préciser ma pensée. Donc, en gros, je vous ai mis là 3 temps qui me semblent vraiment extrêmement importants dans la construction d'une spécificité de la justice des enfants et dans les modes d'organisation de cette justice des enfants. On dit souvent que 1945, c'est la naissance de la justice des enfants. Les historiens et les historiennes ne sont pas tout à fait d'accord. Et de toute façon, une date pour la création de quelque chose, c'est un peu compliqué en dehors d'un bâtiment. Et donc c'est un long mouvement qui couvre tout le 19e siècle jusqu'au 21e siècle. On peut dire que réellement, quelque chose de la pensée, d'une nécessité d'une justice qui serait spécifique pour les enfants et différente de celle des adultes, se pose dès le début du 19e siècle. Et c'est un héritage, et j'aurai pas le temps d'aller plus loin, des Lumières et de la Révolution française. Je vais très vite, mais ce moment où on va considérer que les enfants ne sont pas juste des adultes miniatures et qu'ils ont des besoins spécifiques, on va aussi se dire ça en matière de justice. Et c'est comme ça qu'entre 1820 et 1880, on va créer un arsenal qui sont les piliers toujours aujourd'hui de la justice des enfants, un arsenal d'institutions, et je ne vais pas trop rentrer dans les lois, même si la question du discernement est aussi pensée au 19e siècle, la question de la responsabilité pénale qui nous occupe tellement aujourd'hui sont pensées dès le 19e siècle. 3 piliers spécifiques de la justice des enfants dès le 19e siècle, la prison, le placement et le patronage. Et je vais revenir sur ça tout de suite. Et puis ensuite, il y a, on pourrait dire, les heures sombres de cette histoire, qui sont la fin des années, la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, avec en particulier cette idée des criminels nés, corollaire des bagnes d'enfants, et on y reviendra. Et puis le long chemin de la rééducation, comment on va de la rééducation à l'éducation, et où on va mettre en avant le fait que l'éducatif doit primer sur le répressif, dans les années 1930-1975. J'aurais peut-être pu aller jusqu'aux années 80-90, on en reparlera. Et aujourd'hui, en termes un peu provocants, c'est plutôt la racaille, les centres éducatifs fermés, les EPM et la tentation absurde de rapprocher la justice des mineurs de celle des majeurs. Voilà le panorama que je vous propose. Donc, les 3 piliers, ça me semble vraiment extrêmement important. Premièrement, de dire, redire, répéter que la prison, et ça occupe particulièrement Concertina, a toujours été un lieu où on a enfermé des enfants. Il n'y a pas dans notre histoire de moment où on n'a pas enfermé des enfants dans les prisons ordinaires de notre
de notre pays. Voilà. On a parfois aménagé les prisons, on a parfois séparé, on va le voir tout de suite, les mineurs et les majeurs dans les prisons, mais il y a toujours eu des enfants détenus et il y a toujours eu la possibilité de faire subir des peines d'enfermement à des enfants. Quand je dis des enfants, aujourd'hui, je pense que c'est absolument clair pour toutes et tous ici, mais ça va mieux en redisant, aujourd'hui on peut incarcérer un enfant à Fleury-Mérogis à l'âge de 13 ans. La loi autorise l'incarcération des enfants à partir de l'âge de 13 ans. Cet âge a été fixé en France en 1912. Ce qui veut dire qu'avant 1912, un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 8 ans pouvait être enfermé dans les lieux carcéraux de notre pays. Et c'était fréquent. Deuxième idée, le placement. Et vous allez le voir, je vais le dérouler. Au milieu du 19e siècle, on va se dire que la prison ne peut pas être le seul lieu du redressement des enfants. Et on va inventer ce pilier extrêmement important qui n'existe pas, ou pas réellement pour les adultes, et qui est le lieu de placement. D'abord la maison de correction, la maison de redressement, dont vous avez sans doute les uns et les autres les unes et les autres entendu parler, puis les grands internats, publics ou pas, de la prise en charge des mineurs de justice, et aujourd'hui les foyers, qui ont des acronymes qui ne veulent pas dire grand-chose, CEF, EPE, etc., etc. Ça, c'est un pilier fondamental du milieu du 19e siècle qui va énormément se développer entre les années 1850 et les années 1960. Et puis ensuite, le patronage, dont je ne parlerai pas beaucoup, mais qui est quand même très important parce qu'il est là déjà au 19e siècle, ce qui deviendra le milieu ouvert, qui est un des ciments de la prise en charge des enfants aujourd'hui, mais qui va être pensé dès le 19e siècle, mais qui ne va être véritablement mis en place qu'avec les années 1950-1960 pour connaître une vraie ampleur dans les années 1980-1990. Voilà, et c'est ces trois piliers-là qui, je pense, avec les questions d'âge et de responsabilité pénale, fondent les prémices de la justice des enfants. Alors, quelques mots, et je pense que ça nous intéresse particulièrement ici, sur la question de la détention des mineurs, donc des mineurs incarcérés à travers le temps, dans toutes les prisons, et à partir de 1820, effectivement, la loi va dire, enfin une circulaire en tout cas, qu'il ne faut plus incarcérer des mineurs avec des majeurs. C'est-à-dire que cette promiscuité entre les enfants et les adultes ne semble plus tolérable, et on utilise ce type de gravure pour dénoncer. Alors on dénonce quoi? On dénonce en fait la contamination possible du crime, et le fait que les enfants vont à tout le moins répéter les pratiques des voyous avec lesquels ils sont mélangés. Cette circulaire instaure qu'il faut séparer les mineurs et les majeurs dans nos prisons françaises, et c'est comme ça que vont se mettre en place les premiers quartiers mineurs en France. Ça va être extrêmement long et compliqué. Je vais vite, mais sachez quand même qu'il faut attendre 1990, ma langue ne fourche pas, 1990, pour que réellement les mineurs et les majeurs soient séparés de manière extrêmement ferme dans les prisons de notre République. Les garçons sont à peu près plus en contact avec les majeurs dans les prisons depuis 1990. Si vous entendez bien, j'ai dit les garçons. Pourquoi j'ai dit les garçons? Ben parce que pour les filles, la loi n'est toujours pas respectée. Et nous avons aujourd'hui encore des jeunes filles mineures, incarcérées, parfois dans une cellule avec une majeure. Vous comprenez, c'est des femmes. Elles vont les materner. C'est ce type de discours qu'on peut entendre. Voilà. C'est contre la loi, et la loi a peu varié. Elle s'est beaucoup répétée, mais elle a peu varié de cette séparation voulue dès le 19e siècle des mineurs et des majeurs. On se rend compte que la séparation va être complexe, et on va donc imaginer, dès les années 1830, une prison qui serait une prison que pour les enfants. Alors, c'est formidable, disent les concepteurs de cette prison, parce qu'elle aura tous les avantages de la prison sans aucun des inconvénients, puisqu'on va y mettre des enfants. On va créer une utopie qui est une prison qui aura une prise en charge très spécifique pour les enfants et qui permettra leur rédemption, puisque c'est bien la rédemption dont on parle. On est à Paris, dans le 11e arrondissement aujourd'hui, une prison panoptique. J'ai pas le temps de trop développer, enfin quand même,
Pardon. Vous voyez bien le panoptique, hein, c'est une prison très moderne, extrêmement moderne en 1830. Elle vient directement des États-Unis avec cette idée qu'on va mettre un enfant par cellule et que cet isolement et ce silence va permettre sa rédemption et qu'ensuite la circularité du regard va permettre qu'il intègre la discipline, qu'il intègre le fait qu'il est surveillé et donc qu'il accepte de cette discipline. Je le dis vite, mais c'est à peu près ça. On va pousser très loin la question de l'isolement, puisque là, vous voyez les couloirs de promenade de la Petite Roquette, donc des camemberts, un enfant par couloir de promenade. On est seul toute la journée. On est seul et on ne se voit pas. Vous ne pouvez pas le voir là, mais sur la photo, on se rend compte qu'il y a des enfants qui attendent leur tour pour la promenade et ils ont une casquette, non pas du tout, une cagoule sur la tête qui les empêche de voir les autres enfants. Aucun contact et aucun contact visuel. C'est la même chose au moment du collectif, parce qu'il y a du collectif à certains moments, par exemple la messe qui est obligatoire, à ce moment-là on met tous les enfants ensemble. Cette photo date des années 30. Elle a été, cet amphithéâtre est créé dès le début de la Petite Roquette. Chaque enfant est amené dans cet amphithéâtre avec une cagoule sur la tête. Il ne peut enlever sa cagoule qu'une fois qu'il est assis et il ne se voit pas, les enfants, les uns à côté des autres. Vous voyez? C'est un peu le Covid avant le Covid. Hein. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est là dans une utopie de permettre à des innocents coupables de ne plus être dans les prisons ordinaires, de ne plus être mélangés avec des adultes et d'améliorer leur sort. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On a mis en place un système total, un système d'isolement total, de violence totale. Et ce qui est très impressionnant, c'est que bien sûr les enfants vont réagir, mais comment vous réagissez quand vous êtes dans un isolement de ce type-là? Parce qu'il faut que vous imaginiez aussi que les enfants n'ont pas le droit de se parler, dès qu'ils sont parlés, ils sont punis, etc. La violence, elle va se retourner contre elle-même. On a très peu de conflits collectifs à la Petite Roquette. On a en revanche beaucoup de tentatives de suicide, d'enfants qui arrêtent de se nourrir, qui du coup arrêtent aussi de parler complètement. Et donc, voilà, mais c'est une violence qui finalement dérange assez peu l'institution, puisqu'elle perturbe assez peu l'ordre de l'institution. Il va y avoir quand même... Alors, il faut aussi savoir que tout ça est compliqué et que Victor Hugo est un des premiers défenseurs de la Petite Roquette. Il considère que le système de la Petite Roquette est nettement plus avantageux pour les enfants que le système de la prison ordinaire. Hein, il va mettre du temps à considérer qu'en fait la prison, ce n'est pas la solution pour les enfants. Aucune prison. Il va y avoir des défenseurs ardents de la Petite Roquette et puis il va y en avoir qui vont assez vite, en particulier des avocats, critiquer la Petite Roquette. Mais la Petite Roquette existera en France jusqu'aux années 1930. Et ensuite, on remplacera les enfants par d'autres mineurs, si j'ose dire, qui sont les femmes, puisque la Petite Roquette deviendra une prison pour femmes à partir des années 30 et qu'elle ne sera détruite que dans les années 70. La Petite Roquette, aujourd'hui, il reste juste une plaque dans un jardin en haut de la rue de la Petite Roquette. Les critiques vont permettre, à partir des années 1840-1850, d'imaginer que peut-être la prison ne peut pas être, comme je vous l'ai dit, le seul lieu du redressement et de la rédemption, et qu'il faut peut-être pour ces enfants qui sont pensés, majoritairement, on va dire, ou en tout cas par les philanthropes et par les législateurs de l'époque, comme des innocents coupables. C'est-à-dire, certes, ils sont coupables, mais ils sont enfants, ils sont non discernants. Il faut pouvoir leur donner une chance de redressement et de réinsertion dans la société. Bon, réinsertion, c'est pas du tout un mot de l'époque, excusez-moi, c'est anachronique, mais redressement, rédemption. Et donc, on va voir naître les premières colonies agricoles pénitentiaires. C'est le terme administratif pour les maisons de correction, avec une colonie que vous devez sans doute déjà avoir entendu, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui est Métré, à côté de Tours, où Jean Genet a été placé dans les années 1930. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est un collectif, plus du tout l'isolement de la Petite Roquette. L'idée, c'est plus une prison. Il n'y a plus de murs, quoique.
il n'y a plus de barreaux, on est à la campagne, on est loin de tout. Et c'est le loin de tout qui va permettre l'isolement. Et c'est ce principe qui est posé à Maitrey à partir de 1839. Et ça va être un véritable succès que cette expérience de Maitrey, en tout cas pensée comme un succès. Et donc, en 1850, la France se dote d'une loi pour encadrer les colonies agricoles pénitentiaires. Cette loi vient expliquer de manière très précise ce que sont ces colonies agricoles pénitentiaires. L'idée, c'est donc de sortir les enfants, les innocents coupables, de la ville. La ville est pensée comme extrêmement mauvaise au XIXe siècle, et de leur famille. La famille est coupable, toujours coupable. Et donc, si on sort l'enfant de son milieu urbain, milieu familial, alors on va pouvoir lui donner une nouvelle vie à la campagne, dans la terre. Et on dit même que la terre va produire ses bienfaits sur l'enfant. La terre, parce qu'on souhaite une formation pour ses enfants. C'est très différent de la petite requête, il ne s'agit plus de juste les occuper ou de juste les enfermer, il s'agit aussi, dans les textes en tout cas, de les former au métier agricole, au métier d'artisanat. On est en pleine révolution industrielle, on manque de bras, il y a l'exode rural, et donc c'est très important de faire revenir la jeunesse sur les territoires. Alors c'est pas une colonie de vacances, colonie, c'est pas colonie de vacances, c'est colonie agricole pénitentiaire. On est bien dans le cadre du pénitencier et c'est bien l'administration pénitentiaire qui gère ces lieux. Et donc il y a une forte discipline pensée dans ces institutions et une discipline qui va d'ailleurs prendre de plus en plus de place au fur et à mesure qu'on va avancer dans le siècle. Et enfin, la loi de 1850, et c'est très important, explique que ça doit être une initiative privée. Ce doit être des œuvres privées qui ouvrent ces colonies agricoles pénitentiaires, et seulement si on n'en a pas assez ou s'il y a des problèmes avec les œuvres privées, alors l'État pourra en construire quelques-unes. C'est très important dans notre secteur aujourd'hui et maintenant, et c'est aussi pour ça que l'histoire, ça permet de comprendre ce qu'on peut vivre aujourd'hui, puisque ce qui va s'organiser avec la loi de 1850, c'est le 2/3 des établissements qui seront d'initiative privée et 1/3 public. Ce sont toujours les proportions actuelles pour la prise en charge des mineurs de justice. Un tiers justice publique, 2/3 habilité. Ça vient de la loi de 1850 et de ce qui s'est installé à ce moment-là. Alors on est vraiment en pleine campagne. Là c'est une colonie agricole pénitentiaire publique à la Motte Beuvron, Saint-Maurice. Vous voyez, je vous mets juste... Alors c'est intéressant, c'est des cartes postales. Cartes postales fabriquées par la colonie pour montrer l'exemplarité de leur lieu. Le travail des champs est extrêmement important. Les jeunes vont travailler 14, 15, 16 heures par jour sur des fréquences extrêmement importantes. On va aussi leur faire... voilà, j'ai mis quelque chose. Vous voyez un peu quelque chose ou absolument rien? C'est abstrait, ouais, c'est impressionniste. Bon, vous allez tous acheter Mauvaise Graine et vous aurez les images. Alors, ce sont des lieux où on parle quand même, on est dans la Troisième République, d'instruction. Et il s'agit aussi, sur papier, d'instruire ces enfants qui ont l'âge scolaire. On voit, juste en regardant cette carte postale, à quel point, et puis on voit bien sûr en travaillant sur les archives, à quel point cette instruction n'est absolument pas une priorité de ces institutions, puisqu'elle arrive à la fin de la journée, pas tous les jours, que les professeurs et les instituteurs n'existent pas. Et là, quand on regarde bien la photo, il n'y a même pas de cahier, il n'y a pas de crayon, c'est une photo posée pour montrer qu'il y a de la scolarité. La scolarité ne sera absolument pas une priorité de ces institutions, et beaucoup d'enfants, beaucoup de témoins racontent qu'ils arrivent en sachant lire et compter et qu'ils s'en vont sans savoir lire ni compter. Ils ont désappris plutôt qu'appris. Ce sont des institutions qui réunissent à Maitrey, on est allé jusqu'à 800 enfants, de 3 ans à 21 ans. À Saint-Maurice ou à Saint-Hilaire, c'est 300-400 enfants. Le temps de placement moyen, c'est 5-6 ans. Mais si vous arrivez à 8 ans, vous y êtes placé jusqu'à 21 ans, la majorité civile de l'époque. Et donc, c'est des placements beaucoup plus longs. Donc, on peut avoir des jeunes qui restent des années et des années dans ces établissements.
et des établissements qui, par essence, malgré les projets papier, vont devenir des lieux de la très grande discipline, voire de la très grande violence, on va y revenir tout à l'heure, avec une discipline de tous les instants. Michel Foucault, dans Surveiller et punir, prend l'exemple de Maîtré pour caractériser ce qu'il dit être un régime disciplinaire. Maîtré, dit-il, c'est à la fois la prison, l'église, l'école et l'armée. Et bien sûr, un régime disciplinaire, qui dit régime disciplinaire, dit sanction, dit punition. Et donc, toutes ces institutions, on a des espaces dédiés à la punition. À Saint-Maurice, on va jusqu'à demander aux enfants de construire leur propre mitard. Et les enfants peuvent être enfermés au mitard pendant, a priori, 30 jours renouvelables une fois, mais ça, c'est dans les textes. Dans la réalité, certains enfants vont être enfermés plusieurs mois au pain sec et à l'eau, avec en plus parfois, pour rebondir sur la conférence d'hier, avec parfois la camisole de force, la chemise de contention, qui vient augmenter le niveau de répression. Pour dire aussi la longévité de nos histoires de la répression et de la contention. Alors, moi, je suis en fait une historienne spécialisée sur la justice des enfants, mais mon angle d'attaque, normalement, c'est les filles. Et avant Mauvaise Graine, il y a eu Mauvaise Fille. Et je ne pouvais pas ne pas prendre 5 minutes pour vous parler aussi des filles, même si les filles sont extrêmement minoritaires dans le corpus de l'enfance irrégulière. Et vous me poserez des questions si vous voulez, parce que si je me lance dans ça, après 13h, on sera toujours là. Je veux respecter le temps. Donc, juste pour vous dire quelques mots sur les filles, elles sont beaucoup moins nombreuses, elles ne sont pas poursuivies pour les mêmes raisons que les garçons. Ce qui dérange le social, la société au 19e et au 20e siècle, c'est beaucoup plus la question du corps, de la sexualité, de la perversion, de la débauche, de la prostitution, et l'invisibilisation est totale concernant les délits et les crimes. Ils existent, mais ils ne sont pas perçus comme réellement fondamentaux pour ce qui est de la déviance des filles. Et donc, on va confier les filles à une congrégation religieuse. Il va y avoir véritablement un monopole dès les années 1840, mais jusqu'aux années 1970, de congrégations religieuses, dont le Bon Pasteur, qui vont avoir en charge les jeunes filles dans un univers, comme je l'ai écrit ici, monacal et carcéral. Alors, je vais vite parce qu'on n'en est pas encore... il faut que j'avance. Voilà. Ce sont bien sûr des établissements non mixtes, ce sont des religieuses qui se chargent des jeunes filles, et il s'agit de les préserver du vice et de la débauche, et ça va perdurer jusqu'aux années 1960-1970, et je vous engage tous à voir un très beau documentaire qui donne la parole à ces femmes, et qui s'appelle Mauvaise Fille, d'une réalisatrice qui s'appelle Émérance Dubas. Et là, je vous mets juste quelques images pour vous montrer qu'à la différence des garçons, on n'est pas à la campagne, on est en pleine ville, dans des monastères, à double clôture, dont les filles ne peuvent pas sortir, donc à Marseille, à Nancy, à Avignon, à Orléans. Il va y avoir un énorme succès de ces bons pasteurs, et avant la Seconde Guerre mondiale, il y aura plus de 300 établissements du Bon Pasteur qui enfermeront des jeunes filles consumées au travail dit féminin, puisque la loi de 1850 dit qu'il faut qu'elles aient des activités liées à leur sexe et beaucoup moins à des activités agricoles, même si de temps en temps on a des images qui montrent que les jeunes filles travaillent au potager. Il n'y aura que 3 établissements publics concernant les jeunes filles, au nom mérifique d'école de préservation. Je ne crois pas que j'ai besoin de faire beaucoup de commentaires. Là, on est à Cadillac, à côté de Bordeaux. Voilà, on passe à la deuxième période, qui est extrêmement importante pour comprendre comment le regard d'une société peut évoluer à travers le temps et les contextes sur l'enfance irrégulière. Donc on est parti des innocents coupables, ça a permis de créer la prison spécifique, les colonies pénitentiaires, de réfléchir aussi au patronage, même si j'ai pas le temps de développer. Et petit à petit, quand on avance dans le 19e siècle, on va prendre peur des criminels, et en particulier des jeunes criminels. C'est quelque chose d'assez récurrent.
hein, dans notre histoire. Et là, on va avoir à la fois, la rencontre entre l'anthropologie et les premiers criminologues qui vont mettre en place la théorie du criminel né et une campagne de presse terrifiante sur une panique de jeunes voyous en bande, de plus en plus violents, de plus en plus jeunes. Non, c'est pas 2007, c'est 1907, et c'est les Apaches. Et ces deux choses concomitantes vont transformer les lieux de la prise en charge des enfants en lieux de la très grande répression et de la très grande sanction. Là aussi, je vais aller assez vite. Donc le criminel né, c'est l'idée de Lombroso en particulier, de dire qu'il y a une hérédité du crime. Un père voleur donne un voleur, une mère prostituée donne une prostituée. Et ça se passe par le sang, c'est héréditaire. Et ça se voit sur les individus. Je peux repérer en vous regardant vos nez, votre bouche, vos sourcils, quel type de criminel vous êtes ou vous n'êtes pas. Et c'est ça qui va se mettre en place à cette fin du 19e siècle, et c'est aussi pour ça que toute la science criminologique et policière va commencer à prendre des photos pour repérer les criminels. Si vous avez ça dans le sang, si vous héritez ça de vos aïeux, vous imaginez bien qu'il n'y a plus beaucoup de place à la rédemption et au redressement. C'est là, c'est à l'intérieur de vous. Et la discipline et la sanction sont pensées comme les seules solutions pour se protéger de ces criminels nés. En plus, arrivent les Apaches. Donc on est dans le 19e siècle, je vais très vite, excusez-moi, les faubourgs, et vous allez avoir des jeunes qui effectivement vont dénoncer d'une certaine forme, d'une certaine façon, le système de la France des années 1880, 1890, 1900. Ils vont mettre en place un certain nombre comment je pourrais le dire, de goûts particuliers, se reconnaître comme une jeunesse. Donc ils vont avoir un accoutrement soi-disant spécial avec des pantalons pas de def et des grandes chemises. Ils vont avoir des musiques de sauvage, la Java, corps à corps avec sa partenaire. Et ils vont être dénoncés comme étant de plus en plus violents, ayant des armes comme le couteau pour arracher les bourses. Alors les bourses de monnaie, on va rester prude. Et les journaux titres, trop de jeunes paresseux, trop de jeunes criminels, la criminalité juvénile a presque triplé en 50 ans. Force de tripler, voilà. Et ces deux ensembles cette question des Apaches sur lesquelles je n'ai pas véritablement le temps de m'appesantir, et la question du criminel né va provoquer en France une véritable panique autour d'une jeunesse populaire. Et il faut le dire, on est vraiment aussi dans une justice de classe, une justice qui va, et une société qui va s'émouvoir du fait de la dangerosité d'une certaine jeunesse, et en particulier des jeunesses des faubourgs. Et les maisons de correction, les colonies pénitentiaires vont véritablement devenir ce que les journalistes appelleront dans l'entre-deux-guerres des bagnes d'enfants. Et là, vous êtes à Saint-Hilaire, il ne s'agit plus de se former au métier d'agriculteur, il s'agit d'être à genoux et casser du caillou 10 heures par jour. Il s'agit aussi d'institutions qui vont petit à petit avoir une architecture de plus en plus disciplinaire. Là, c'est les fameuses cages à poules, elles s'appellent comme ça, et on enferme les enfants dans des dortoirs soi-disant collectifs, mais grillagés, un enfant par cellule grillagée, avec la possibilité d'observer les enfants en permanence. Et puis, vous voyez aussi les douches collectives de Belle-Île-en-Mer. Cet état de fait va être profondément bouleversé par la Première Guerre mondiale. Les adultes de 1918-1920 ne vont plus considérer les enfants comme une menace. Ils ne vont plus considérer la jeunesse comme autre chose qu'une promesse pour la reconstruction du pays. Et donc ce trauma de la Première Guerre mondiale va venir bouleverser le regard qu'on pose sur l'enfance, même sur l'enfance irrégulière. Les institutions vont continuer à fonctionner comme elles ont continué, mais l'opinion publique ne va plus être en phase
avec ce qui se passe dans ces institutions. Et il va y avoir donc, dans les années 30, en particulier sous le Front populaire, une véritable émotion de l'opinion publique sur la violence de ces institutions, et on va avoir, comme ici, des manifestations pour abolir les bagnes d'enfants. Tout commence à Belle-Île-en-Mer, très grosse colonie agricole pénitentiaire, des enfants s'échappent de la colonie, on sonne l'alerte, des paysans de Belle-Île vont partir à la chasse à l'enfant. Jacques Prévert, extrêmement ému de cette histoire, en fait une chanson. Bandits, voyous, voleurs, chenapans, quels sont ces hurlements? C'est la meute des braves gens qui part à la chasse à l'enfant. Et ça va cristalliser une campagne médiatique contre les bagnes d'enfants. Et il va y avoir véritablement une prise de conscience de l'opinion publique sur le fait qu'on ne peut pas continuer à punir les enfants de cette manière-là. Sauf que la Seconde Guerre mondiale éclate. Je vais vite, je suis désolée, mais j'aimerais vraiment prendre un peu de temps aussi pour discuter avec vous. Et donc, on se retrouve en 1945 dans un contexte très particulier, avec une ordonnance très particulière. Je vais vite, mais quand même, j'insiste sur le fait que malgré ce qu'on entend encore et encore, la France de 1945 est beaucoup plus violente que la France de 2025. J'insiste, et c'est l'historienne qui parle. Les chiffres de la délinquance juvénile explosent en 1943, 44, 45, 46, 47. C'est une véritable... Mais on peut comprendre, on est en pleine guerre. Les jeunes de 18 ans, en 1945, ils ont vécu une guerre mondiale, ils ont vécu l'occupation en France de leur pays. Ils sont parfois seuls, ils ont des armes, ils s'en servent, ils volent pour manger, ils volent pour survivre, ils squattent. La violence de 1945 nous serait, je pense, intolérable. Sauf qu'elle arrive après une Seconde Guerre mondiale et que la société, et Tocqueville le dit très bien dans d'autres termes, plus un phénomène est rare, moins on le supporte, plus un phénomène est présent, mieux on le supporte. Et donc la société de 1945 n'est pas sensible à la violence de la même manière que nous, parce qu'on est en plein conflit mondial, et donc les hommes de 1945 vont se dire, les hommes et les femmes, la société, que la responsabilité des adultes dans ce qui vient de se passer, dans le drame de cette Seconde Guerre mondiale, dans le drame de la Shoah, la responsabilité des adultes est énorme, et il faut donc absolument faire primer l'éducatif sur le répressif, parce que c'est de la responsabilité de la société que de réinsérer des mineurs déviants et délinquants qui le sont par notre faute, par la faute de la société qui n'a pas su empêcher 2 conflits mondiaux. Et c'est comme ça que De Gaulle peut écrire le préambule de l'ordonnance de 1945 qui dit que tout mineur devrait être irresponsable pénalement et qu'on doit faire absolument primer l'éducatif sur le répressif, qu'on doit mettre en place des magistrats de la jeunesse, des éducateurs et des éducatrices, et qu'on doit réformer de fond en comble les institutions si critiquées pendant l'entre-deux-guerres. Je vais vraiment très vite, j'espère que c'est à peu près clair pour vous. Autre moment très important, ce moment où l'éducation surveillée, qui existe avant 1945, va devenir une direction autonome de l'éducation surveillée au sein du ministère de la Justice. Ça veut dire quoi ? Je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas lâcher mon micro. Alors, je fais comme ça. Ça veut dire qu'avant, l'éducation surveillée appartenait à l'administration pénitentiaire. Les surveillants qui s'occupaient des mineurs étaient sous le chapeau de l'administration pénitentiaire. On fait quoi en 1945 ? On dit que pour s'occuper des mineurs, il ne faut plus être dans l'administration pénitentiaire. On crée la direction de l'éducation surveillée, à côté de la pénitentiaire. Vous voyez symboliquement ce que ça veut dire ? Pour éduquer, il faut sortir de la prison, et il faut sortir les enfants de la prison, et ce n'est plus des surveillants et des surveillantes qu'il nous faut, mais des éducateurs et des éducatrices qu'on doit former à ce nouveau métier. Et c'est donc cette phrase très importante du premier juge des enfants des États-Unis, et qui va être un mantra des premiers juges des enfants de la France des années 50. Quand un enfant a volé une bicyclette, ce qui importe à la société, ce n'est pas le sort de la bicyclette, c'est le sort de l'enfant. Peut-être qu'on pourrait rajouter et le fait qu'il ne revole pas un vélo. Et ça sera vraiment quelque chose qui sera la philosophie de l'ordonnance de 1945, même si, mais je n'ai pas le temps, il faut apporter beaucoup de nuances à ce côté très idéal de l'ordonnance de 1945 qui reste un texte pénal et qui permet
Et qui permet quoi? Qui permet toujours, par exemple, la condamnation à mort des mineurs. Est-ce que vous savez qu'en France, il faut attendre 1981 pour que les enfants ne soient plus condamnables à mort, parce que tout simplement, on abolit la peine de mort. On ne l'a pas aboli précédemment pour les enfants. Ce texte si laxiste, cette justice si laxiste, a permis jusqu'en 1981 qu'on condamne des enfants à mort. Le dernier condamné à mort en France, c'est Bruno, et c'est 1974. Il est finalement gracié, mais il est condamné à mort par la cour d'assises. Voilà, quelques images sur ce moment 45, avec Jean Gabin. Certains ici ont l'âge d'avoir vu Chien perdu son collier. Quand je parle à des jeunes gens, ils ne savent même pas du tout, enfin des très jeunes gens, seulement des jeunes gens, ils ne savent même pas qui est Jean Gabin. Là, je pense qu'il y a une majorité de gens qui savent qui est Jean Gabin. Le juge des enfants des années 50, qui montre à quel point cette figure est une figure valorisée à ce moment-là. Et cette idée très forte qu'avant, on avait des maisons de correction terribles et que maintenant, on s'est réformé. Et vous voyez l'éducateur qui déjeune au frais, qui pique-nique avec les jeunes dont il a la charge. Alors la réalité, elle est nettement moins flamboyante. Il va falloir beaucoup de temps pour réformer les institutions. Belle-Île existe jusqu'aux années 1990, Amiens, Saint-Maurice, Saint-Hilaire aussi. Et il va falloir beaucoup de temps pour que les éducateurs et les éducatrices soient formés. Il va falloir beaucoup de temps pour changer et partir sur aller vers des structures plus petites, plus humaines, moins disciplinaires, avec moins d'histoire dans les murs. Et donc là, je vous ai mis une photo de Belle-Île-en-Mer dans les années 30 et dans les années 50. Cherchez l'erreur, c'est à peu près la même chose. Et c'est encore pire du côté des filles, puisque ce sont toujours les mêmes congrégations religieuses qui ont en charge ces jeunes filles. La réalité de l'adéquation entre la philosophie de l'ordonnance de 45 et les pratiques éducatives des professionnels et de la justice des enfants, c'est vraiment le moment 75. On peut dire qu'il faut 30 ans pour mettre en adéquation les lieux, les professionnels et la philosophie. Et c'est comme ça qu'on va passer du centre d'observation au milieu ouvert et qu'on va véritablement développer la pratique de milieu ouvert, c'est-à-dire des éducateurs qui vont vers les jeunes, plutôt de faire venir les jeunes, qui travaillent en pluridisciplinarité, qui travaillent dans des institutions qui ne sont pas des lieux de placement et qui montrent aujourd'hui, et les chiffres sont là aussi tout à fait convaincants, que les enfants suivis en milieu ouvert, pour 85% d'entre eux, ne récidivent pas. C'est la transformation, ce moment-là, des très gros internats en plus petits foyers, qu'on va appeler à l'époque les foyers d'action éducative. Et c'est ce moment très court, où il n'y a plus, à l'exception de la prison, d'institutions fermées pour la prise en charge des enfants de justice. Les espaces s'ouvrent, les jeunes placés vont à l'école, à l'extérieur, au collège, au lycée, en formation professionnelle. L'institution s'ouvre et se forme à l'éducation. C'est aussi ça, ces années-là, des éducateurs et des éducatrices qui sont fortement investis politiquement, on va le dire comme ça. Parfois, pour rigoler, j'ai dit que d'un côté, alors ils ont 2 Bibles, mais c'est justement pas des Bibles. D'un côté, c'est Marx et le Capital, et de l'autre côté, c'est Surveiller et punir de Michel Foucault, et c'est ça la boussole. D'accord ? Et ça va profondément changer les pratiques dans les institutions. On va véritablement avoir des éducateurs qui vont dire qu'ils ne sont pas, c'est des vrais slogans, des slogans tirés des archives, qui ne sont pas des flics de la jeunesse. On peut tout faire avec des matraques sauf des cerveaux. Non au travail social, au service du capital. D'accord ? Et c'est vraiment le moment de la grande revendication du corps des travailleurs sociaux contre le contrôle social, ce sont les termes de l'époque, contre l'enfermement. Certains éducateurs vont aller donner les clés du mitard au directeur en disant « Ne comptez plus sur moi pour mettre un enfant à l'isolement. C'est fini, je ne le ferai plus. Vous pouvez me virer si vous voulez, je ne le ferai pas. » Voilà, et c'est vraiment un moment de très grand chambardement et de très grande et d'adéquation avec les principes de 45. Et je vais conclure
Je vais conclure, je suis historienne et pas sociologue, donc vous voyez, je m'arrête aux portes des années 80, parce qu'après je suis moins scientifique, on va dire, et je suis plus dans le dialogue politique, peut-être, dans le discours politique. Mais pour dire, et M. Delahaut l'a dit très bien hier, il y a une sorte de, à partir des années 90-2000, une sorte de boulimie, pour reprendre le terme, de boulimie législative, de boulimie autour du sentiment que les lois, et plus elles sont répressives, mieux c'est, vont permettre de répondre à la soi-disant évolution terrible de la délinquance juvénile. Alors encore une fois, et je vais être très claire, aujourd'hui les chiffres du ministère de la Justice, pas de sociologue woke, hein, du ministère de la Justice, montrent la stabilité de la délinquance juvénile. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'excroissance. Voilà, on est dans quelque chose d'extrêmement stable. En revanche, il y a vraiment, je le dis ici, c'est peut-être pas très scientifique, mais une forme de manipulation de l'opinion publique autour de la peur et de la peur de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est un bon vecteur de peur. La jeunesse, les étrangers, si vous faites le combo, c'est encore mieux. Et on est vraiment dans quelque chose de la forme du discours qui est extrêmement loin de ce qui se passe réellement dans les faits. Mais du coup, il y a une inflation législative qui fait qu'on n'a même pas le temps de commencer à appliquer une loi, qu'on dit déjà qu'il faut une nouvelle loi. En 2021, le Code de la justice pénale des mineurs s'est mis en place. C'est un énorme bouleversement, hein, c'est la fin de l'ordonnance de 45. On n'a pas encore eu le temps d'en faire le bilan que déjà ce cher monsieur Attal a décidé il y a quelques mois de renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Et comme on l'a dit hier, heureusement quand même, le Conseil constitutionnel a fait son travail. Je vais m'arrêter là pour laisser la place au débat et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous ai assommé. Merci de ce panorama très complet, même s'il est complexe. J'ai été juge des enfants pendant 17 ans, et j'étais ensuite président de cour d'assises. Simplement, ce que je pourrais dire, c'est qu'on est vraiment, en résumé, passé actuellement de l'enfant en danger, délinquant, à l'enfant dangereux. Et je crois qu'on est dans une période assez dramatique où on considère l'acte, que ce soit le majeur ou le mineur, et non pas la personne. On est dans un décrochement complet par rapport au principe de l'ordonnance de 45. Et bien sûr que le Conseil constitutionnel, de façon habile sur un des points, les deux points importants, c'était l'excuse atténuante de minorité, la comparution immédiate. Sur la comparution immédiate, ça existe déjà. Donc finalement, déjà, le code de justice des mineurs était contestable sur ce point-là. Mais M. Attal nous explique qu'il va réfléchir, bien sûr, à comment contourner la décision du Conseil constitutionnel. Et notamment, on entend beaucoup parler, ici ou ailleurs, et j'en ai entendu plusieurs personnes ici, parler des peines courtes pour les mineurs, qui risquent de revenir, qui sont interdites pour les majeurs, qu'on veut autoriser pour les mineurs au nom du choc carcéral. On est dans vraiment des choses assez dramatiques, mais inquiétantes pour l'instant. Simplement, c'est ce que je voulais vous dire en tant qu'ancien juge des enfants, et en considérant quand même dans l'histoire aussi que si le droit des mineurs, à un certain moment, influençait le droit des majeurs, on est dans l'inverse complet. Voilà. Je ne peux être que d'accord avec vous, et très souvent je dis qu'on passe de l'enfance en danger à l'enfant dangereux, et que c'est justement toutes ces évolutions du regard qui sont importants. Et sur le choc carcéral, je vous avoue que j'ai eu comme un haut le cœur, parce que le choc carcéral, c'est un concept de sociologue pour dénoncer le fait que la prison est un trauma pour un enfant et un adolescent, et qu'il y a donc une grande nécessité à ne pas incarcérer ou incarcérer à minima les mineurs. Et c'est comme ça que ce terme a été forgé, de choc carcéral, et qu'un politique se permette de le détourner pour expliquer qu'il faut un choc carcéral.
C'est vraiment effectivement à l'image du moment qu'on vit. Mais comme vous le voyez, et pour rejoindre la conversation et le formidable débat d'hier soir, la roue tourne. Et on est à un moment difficile, mais il va falloir qu'on s'accroche pour repasser à un moment plus facile. Et j'espère qu'il ne faudra pas une troisième guerre mondiale pour y arriver. S'il vous plaît, vous pourriez me dire à quel âge on mettait les enfants en tôle, quoi? Oui, alors je l'ai dit, mais je vais le redire. Jusqu'en 1912, on met les enfants en prison, en tôle si vous voulez. Il n'y a pas de limite d'âge. Donc on peut incarcérer un enfant de 4-5 ans. On trouve à la petite requête de nombreux détenus, des fiches de détenus d'enfants qui ont 4, 5, 6 ans. Vagabonds non discernants, donc considérés par la justice comme non coupables parce qu'ayant agi sans discernement, mais nécessitant une correction. Et dans les années 1840, le lieu de la correction, c'est la petite requête. Donc on envoie les enfants dans ce que je vous ai montré, de la petite requête, à 5 ans, 8 ans, 9 ans. Il faut attendre 1912 pour que l'âge de 13 ans soit fixé comme seuil. Voilà, on ne peut pas incarcérer en France aujourd'hui d'enfants de moins de 13 ans, mais ça a été discuté. Ça a été discuté en particulier en 2007 avec la commission Verrinard qui a imaginé qu'on pourrait descendre le seuil d'âge à 12 ans. En Angleterre, c'est 10 ans. En Espagne, il n'y a pas de possibilité d'incarcérer un mineur en prison ordinaire avant l'âge de 18 ans. J'aurais demandé, mais c'est une question d'ignorant, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, dans le contexte de la justice du mineur, une responsabilité nouvelle qui est recherchée du côté des parents? Alors on voit bien qu'il y a une tentation du législateur, de certains législateurs, de taper sur les parents et d'incriminer les parents. Bon, voilà. Et est-ce que, du côté de la solution, est-ce qu'il n'y a pas aussi une possibilité, en passant par de l'aide aux parents? Voilà. Voilà. Est-ce que c'est, voilà, en résumé, est-ce que c'est un acteur intéressant aujourd'hui ou pas ou... Oui, c'est un acteur fondamental. C'est pas nouveau de considérer que c'est de la faute des parents. Et c'est vraiment d'ailleurs un des principes à l'origine des créations des colonies agricoles pénitentiaires. C'est vraiment retirer l'enfant de sa famille qui est forcément mauvaise, la famille plutôt prolétaire, populaire, classe laborieuse, classe dangereuse. Et donc l'idée que le père est ouvrier, je caricature mais à peine, le père est ouvrier, alcoolique, la mère est obligée de travailler parce que sinon la famille ne peut pas subvenir à ses besoins. Si la mère travaille, alors elle ne peut pas, elle est hors de son rôle, qui est normalement d'être mère et d'éduquer. Et donc ces familles sont problématiques et donc il faut sortir les enfants de ces familles pour les mettre dans un nouvel environnement qui permettra leur redressement. C'est tellement ancré que jusqu'aux années 1950-1960, on travaille très peu dans le cadre éducatif avec les familles et qu'il va vraiment falloir former les éducateurs et les éducatrices au travail en lien avec les familles. Et avec aussi des équipes pluridisciplinaires, psychologues, psychiatres, assistantes sociales, pour refaire du travail éducatif avec les familles. Et bien sûr que la plupart des familles, la grande majorité des familles d'enfants qui à un moment ou un autre commettent une infraction à la loi, sont tout à fait partantes pour qu'on les accompagne dans l'éducation et dans la compréhension de ce qui se passe pour leur enfant. Et c'est plutôt l'institution qui parfois les met à distance, ce qui à mon sens, et là c'est l'éducatrice qui parle, est fort dommageable, parce que c'est la famille qui, au bout du compte, sauf quand il y a des violences interfamiliales, mais là c'est pas de ça qu'on parle, qui au bout du compte va être la plus à même d'accompagner l'enfant vers la majorité, vers l'acceptation et l'intégration de la loi. Et là encore, on est dans quelque chose d'extrêmement populiste quand on explique qu'il suffit d'enlever les allocations familiales aux familles pour qu'elles s'occupent mieux de leurs enfants et qu'ils ne traînent plus dans la rue et qu'ils ne brûlent plus des voitures. Je n'ai pas rencontré dans ma pratique éducative beaucoup de familles qui sautaient de joie à l'idée que leurs enfants commettaient des délits. Bien au contraire. Bien au contraire. Par contre, ils n'ont pas toujours les moyens de faire en sorte que ces enfants s'arrêtent parce que c'est pas si simple d'arrêter ces moments-là. Mais ça, pour ce qui est des enfants et des adolescents, les crises sont souvent entre 14 et 16 ans et après les choses, normalement, si elles sont accompagnées, se calment bien.
Voilà, il faut que je fasse des réponses plus courtes peut-être pour qu'il y ait plus de questions. Je voulais vous poser une question. Au début de votre intervention, vous disiez qu'un enfant, un enfant est un enfant. Et qu'un enfant reste un enfant. Bon. Qu'il n'y a pas tellement de différence entre l'enfant des années 30 et celui du maintenant. Est-ce qu'on peut quand même pas s'interroger sur ce concept-là? Est-ce que l'enfant, il n'a pas changé? Moi, je ne sais pas, avec les sollicitations médiatiques, avec les réseaux sociaux, cet univers a changé. Alors, est-ce qu'on peut encore affirmer ça que, voilà. Pour l'instant, je ne varie pas. je pense que fondamentalement, un enfant et un adolescent restent un enfant et un adolescent et que, oui, bien sûr, un enfant du 19e siècle, du 20e siècle et du 21e siècle n'est pas sollicité de la même manière. Mais vous savez, si vous relisez la littérature des années 50 et 60, on a d'abord expliqué que le cinéma allait totalement pervertir nos enfants et que les blousons noirs étaient liés au cinéma, au rock and roll, etc. Et que c'était vraiment quelque chose auquel on n'arriverait jamais à faire face. Hein. Après le cinéma, ça a été la télévision. La télévision, grand péril pour l'éducation des enfants. Et une fois qu'ils avaient la petite lucarne et la manière dont ils la regardaient de manière si frénétique, etc., avec la violence qui rentrait dans les foyers, il ne faut même plus aller au cinéma, c'est à la maison. Hein, et ça allait être absolument terrible. Alors, je ne dis pas que Internet et les réseaux sociaux ne sont pas une rupture très importante dans les modalités de socialisation et d'organisation des enfants et des adultes. Mais je ne pense pas que fondamentalement, certains sociologues, il y a encore beaucoup à travailler, montrent quand même, par exemple, il y a des enquêtes qui ont été faites aux États-Unis, que l'appétence à la lecture et à l'écriture, grâce aux réseaux sociaux, s'est beaucoup développée à un moment. Alors, je ne sais pas si ce serait aussi vrai aujourd'hui avec TikTok, mais voilà, je pense qu'on a encore à travailler. Mais moi, le discours de tout était différent hier et tout est différent aujourd'hui, en tant qu'historienne, je peux pas aller dans ce sens-là. Et je crois que très fondamentalement, un enfant, un adolescent traversent des choses très similaires aujourd'hui, hier, et que c'est notre manière à nous de les encadrer, de les entourer, de les comprendre, de les écouter, qui a changé. Ce qui n'a pas changé, excusez-moi, du coup j'avais dit que je faisais court, mais quand même, c'est la systémie de la violence subie par les enfants de la part des adultes. Et ça, je pense que c'est vraiment une question que tous et toutes, on doit se poser. Cette domination soi-disant évidente des adultes qui savent ce qui est le mieux pour les enfants et qui, à ce titre-là, s'autorisent parfois une petite, une moyenne, une très grande violence. Et ça, je pense qu'il y a vraiment à travailler sur cette question-là, aujourd'hui et maintenant. Bonjour, je suis là. Je suis pédopsychiatre, donc toujours à propos du changement de regard porté sur l'enfant, sur l'enfance. Je voulais vous demander ce que vous pensez de ce changement de terme entre justice des enfants et justice des mineurs. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on voit bien le glissement. En psychiatrie, on parle aussi de psychiatrie des mineurs maintenant. Je trouve que c'est assez hallucinant. Et Fatima Wassak, qui est sociologue, je crois, elle parle de désenfantisation pour les garçons noirs notamment, même les filles d'ailleurs. Et quel est votre point de vue sur ce sujet? Merci pour la question. J'ai failli le dire tout à l'heure et puis ça glisse. Oui, c'est très intéressant de travailler sur les termes et de voir à quel point en 1945 on insiste sur justice des enfants, et sur le mot enfant, et ça va prendre de plus en plus de place dans les années 70 et 90. Et ça bascule dans les années 2000. Et je pense que c'est absolument pas un détail. Et se gargariser de justice des mineurs, magistrat des mineurs et perdre l'enfant, c'est une façon, mais Nicolas Sarkozy l'a très bien dit, quand vous avez 16 ans, que vous faites 1m80, que vous portez une capuche, comment peut-on encore vous considérer comme un enfant? Bah oui, quand on a 16 ans, quand on porte une capuche ou pas, on est un enfant. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on continue à employer le terme d'enfant. Et c'est quand même très paradoxal, parce que, excusez-moi, je ne veux pas du tout être agressive, mais notre milieu, on considère bien nos enfants comme des enfants,
à 20 ans, 25 ans, 26 ans. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on les protège, nos enfants de 20 ans, de 25 ans? Ça ne nous viendrait pas à l'idée d'imaginer que ils ont 20 ans, 25 ans et qu'ils ne sont plus nos enfants et qu'ils ne nécessitent plus protection. Et d'ailleurs, pour certains d'entre nous, et je me mets dans la boucle, on a une forme de volonté, enfin pas d'irresponsabilité, bon bref, vous voyez ce que je veux dire. En revanche, dans les quartiers populaires, dans les quartiers qui cumulent les difficultés, alors là, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, il faut qu'on soit responsable. Responsable de tout, responsable de soi, responsable des actes qu'on commet, responsable des difficultés de nos parents, responsable des difficultés des copains. À 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, c'est quand même incroyable, ce hiatus qu'il y a entre les enfants bien nés, si j'ose le dire comme ça, et ceux qui malheureusement ont nettement plus de difficultés sociales et familiales. Donc oui, la justice des enfants, la pédopsychiatrie, l'enfant, on est enfant, au moins jusqu'à 18 ans. Alors désolé parce que c'est une question un peu pas de côté, la réponse courte je pense sera compliquée. Sur ce long panorama, quelle est la situation dans le monde colonial au regard des enfants? Parce qu'on est sur la promesse républicaine quand même et sur ces différentes transformations, sur un sujet d'étude qui à mon avis est passionnant. Vous connaissez mes prochains travaux ou vous... Presque. Ouais, c'est ça, merci beaucoup, merci pour cette question. Donc voilà, après m'être occupée beaucoup des filles, je vais m'occuper de l'enfance irrégulière dans le cadre de la chaire qui m'a été confiée à l'Université d'Angers, de l'enfance irrégulière en contexte colonial. Je travaille actuellement sur la Réunion, sur l'île de la Réunion et sur la manière dont la justice française s'est appliquée à la Réunion entre les années 1860 et les années jusqu'à la départementalisation. Je vais travailler avec un post-doctorant qui lui va travailler sur Madagascar et on va aussi travailler sur les Antilles, sur la Martinique et la Guadeloupe, peut-être sur la Guyane, je ne suis pas sûre qu'on arrive à tout faire. Mais je ne peux absolument pas répondre rapidement à cette question, donc je vais quand même botter en touche, mais pour dire à quel point c'est extrêmement intéressant de réfléchir à la manière dont l'Empire français, la France coloniale, va appliquer sa justice, que ce soit pour les majeurs ou les mineurs, sur les territoires, et comment cette justice est à la fois la même et très différente. Et à quel point on a là un nouvel angle de réflexion. Après la question du genre et la question de la classe, on a bien sûr la question, et c'est la sociologue historienne qui parle, donc ne méprenez pas mon mot, la race, l'origine qui rentre en jeu, avec en plus le contexte colonial, raciste, auparavant esclavagiste, qui va mettre en place à la fois la loi de la République, mais aussi une autre loi beaucoup plus tacite de contrôle des colonisés. On va le dire comme ça. Je ne peux pas faire plus long. Il ne faut pas que je fasse plus long. Bonjour. Moi justement, votre réponse éclaire en partie la question. Merci. Parce que je voulais savoir si au cours de l'histoire, il y a eu, soit dans les textes, soit dans la pratique, un traitement particulier des enfants étrangers. Alors dans les colonies, c'est pas des enfants étrangers, puisqu'on est en France, mais ils sont considérés d'une certaine manière comme différents. C'est sûr, mais voilà, on en est au début du travail et il y a très très peu de choses qui ont été faites pour l'instant. Donc rendez-vous dans 2-3 ans pour en parler. Et puis ce qui est sur le territoire, métropolitain, dans l'Hexagone, c'est compliqué cette question-là, c'est ce que je vous disais en raccourci tout à l'heure. Il y a des moments où ça vient se percuter, jeunesse et origine et étranger. On a fait à Savigny-sur-Orge une exposition qui s'appelait L'autre et la question justement de l'étrangeté. Il y a des moments où vraiment il y a une concomitance pour la figure du danger qui est à la fois le jeune vécu comme étranger. Parce qu'aujourd'hui on parle d'enfants qui sont nés en France, de parents nés en France, donc ils sont étrangers rien du tout, ils sont français.
Mais comme le disait de manière assez provocante Pierre Jox dans un livre « Pas de quartier pour la jeunesse », ils ne sont pas toujours considérés comme nos enfants. Et pourtant, ils sont nos enfants, totalement nos enfants. Et oui, c'est une justice de classe et de race qui très régulièrement se met en place dans notre pays. Ma question est à la rigueur un peu complémentaire. Quid des enfants d'émigrés, de l'immigration non, qui sont, pardon, excusez-moi, qui sont en cours d'immigration, quoi, qui sont... Les MNA migrants, excusez-moi, pour les migrants, les mineurs migrants qui sont nombreux en France, et comment considérer les lieux de rétention par rapport à l'enfermement? Alors ça, c'est absolument pas ma spécialité, mais bien sûr qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui pour la protection de l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse sur ces jeunes mineurs qu'on a appelés longtemps isolés et qu'on appelle maintenant mineurs non accompagnés, pardon. Et là aussi, il y a une permanence de l'histoire. Et là, je vous conseille vraiment le nouveau livre de Mathias Gardet, qui a travaillé sur une cohorte de jeunes Algériens qui arrivent en France dans les années 50 et 60. Et à partir des archives de l'observation et de la justice des enfants, il montre la manière dont ces enfants racontent leur exil, leur arrivée en métropole, leur place très particulière dans la société française et comment ensuite la justice va intervenir auprès d'eux. Et les similitudes avec ce qu'on vit en lisant les journaux aujourd'hui ou en travaillant auprès des MNA est absolument édifiante. Absolument édifiante. Oui, Mathieu Vélassène, bonjour. Merci pour votre intervention. Je voulais vous poser une petite question parce que vous avez employé le mot tout à l'heure autour de la question de la sensibilité. Et donc des histoires des sensibilités, parce qu'on voit bien que là, ce qui a été dit, la jeunesse, il y a une perception et des sensibilités socio-historiques là, qui varient. Donc peut-être comment vous vous rapprochez ou pas à ce courant-là de l'histoire. Et l'autre chose, ça faisait évoquer quand même à quel point il y a des moments de la société qui sont nihilistes, soit au niveau thérapeutique, nous dans le champ des soins, soit au niveau du devenir possible de la jeunesse. Et en fait, à l'actualité d'une néo-phrénologie, parce qu'aujourd'hui, l'autre fois, il y avait eu l'histoire du drame de Nogent, là. J'ai été invité sur un plateau télé, et alors le bandeau, c'était « Dans le cerveau des adolescents meurtriers ». C'était ça le... Voilà. Et du coup, bon, il y a aussi cette cérébrologie, la néophrénologie qui revient. Bon, alors peut-être, est-ce que, en tant que, non pas historienne, mais actrice du présent, est-ce que vous avez des mots à dire autour de ça? Une réponse courte, donc. Alors, sur les sensibilités, bien sûr, hein, je pense vraiment que je m'inscris dans tout le courant de la sociologie et de l'histoire du sensible, aussi de l'histoire par le bas, hein, c'est-à-dire de l'histoire qui part des acteurs, des enfants, à hauteur d'enfants, dit Manon Pignot, qui a beaucoup travaillé sur l'enfance et la guerre. Donc, essayer de redonner la parole à ceux qui, souvent, ne l'ont pas, et ne l'ont pas non plus dans les archives, mais une fois qu'on essaye de regarder les archives avec ce prisme-là, on entend leurs mots, on entend leurs paroles, même dans la France coloniale de la Réunion des années 1880. J'ai dans les archives de la justice les mots des enfants de l'époque, et je vous assure qu'il y a beaucoup à écrire et à dire sur ça. La question des sensibilités, je pense que c'est vraiment une façon d'aborder l'histoire qui est extrêmement importante. Et il y a une revue portée par la maison d'édition Anamosa qui s'appelle Sensibilité, comme ça, qui donne des thèmes, un peu comme un concertina, sur sujets sensibles. Et Anamosa, c'est la maison d'édition qui porte la revue d'histoire de l'enfance irrégulière, qui à partir de septembre va s'appeler L'Irrégulière. Et je vous invite tous et toutes dans vos meilleures librairies pour aller acheter ce prochain numéro. C'est une revue annuelle, donc L'Irrégulière, histoire de l'enfance. Et voilà, c'est un courant dont je suis très propre. Après, oui, bien sûr, éternel recommencement. On a eu aussi le fait que dès l'âge de 3 ans, on pouvait repérer chez les enfants, rapport Benisti, fin des années 90, début 2000, hein, qu'on allait pouvoir repérer dès l'âge de 3 ans dans les maternelles et les cours de maternelle, les futurs délinquants. C'est un éternel recommencement. Et vous savez, ça a un côté, de nouveau, populiste et simpliste. C'est tellement simple. Ce serait tellement merveilleux. Voilà, arrêtons
les faits de délinquance et la délinquance, prévenons la délinquance avant même qu'elle soit commise, parce qu'on va médicalement, scientifiquement, biologiquement reconnaître le mauvais grain, la mauvaise graine, de livrer. Et bien sûr que c'est tellement plus complexe que ça. Et bien sûr qu'on n'a pas les moyens d'expliciter, d'expliquer, voilà, pourquoi à un moment un individu va être en infraction ou va commettre des faits terribles. Et moi je pense que ce qu'il faut défendre, et je sais que j'ai un public conquis d'avance, donc c'est trop simple, mais ce qu'il faut défendre, c'est le risque éducatif. On ne peut pas soigner, on ne peut pas éduquer, on ne peut pas accompagner des personnes en difficulté sans prendre des risques. Ça n'existe pas. La tolérance zéro, c'est un fantasme, c'est une lubie. On doit pouvoir dire à nos citoyens et citoyennes que des individus, à un certain moment, et ça peut être eux, vont passer la ligne et qu'on va les aider à revenir dans la ligne. Donc voilà, bien sûr que tout ça est absurde, tout ça est simpliste, et vous voyez, il m'a fallu plus d'1 heure pour vous raconter ça, et je pense que sur aucun plateau télé, on a 1 heure pour développer ce genre d'idées, et c'est bien le problème. Je crois qu'il va falloir, non, encore moi c'est comme vous voulez, mais je crois qu'après il faut que ça s'arrête, hein. Donc je pense qu'il doit y avoir des heures à respecter. Ah, c'est quelle heure? Voilà, j'ai une réaction tout à fait. Ah, super alors, très bien. Puisqu'on s'occupe du langage et de son importance pour désigner une réalité, je suis là. Je suis étonnée quand vous parlez des enfants jusqu'à 18 ans, qu'à aucun moment vous avez prononcé le mot d'adolescent. Et je me suis demandé un petit peu pourquoi. On parle des adolescents parfois, on parle parfois des adolescents, etc. Donc je voulais avoir votre réaction sur ce sujet. Alors j'ai dit beaucoup de mots, donc je comprends que vous ne les ayez pas tous entendus, mais j'ai dit adolescent, hein, vraiment. Adolescent, adolescente, c'est un terme que j'emploie régulièrement. Mais d'une certaine manière, un peu comme la personne qui a réagi, parfois j'ai envie juste de dire enfant, même quand je parle d'adolescent. Voilà, parce que je pense, vous savez, dans l'histoire, les adolescents, ils arrivent très très tard. Il faut attendre le 19e siècle hein, pour que ce terme prenne une consistance dans l'histoire, et c'est vraiment un âge de la vie qui, dans notre histoire commune, arrive très, très tardivement et qui souvent va être utilisé pour parler de la crise d'adolescence. Donc très souvent on dévie et d'adolescent on passe à la crise d'adolescence. Alors il se trouve que moi j'étais éduque d'ado et j'adore les ados. Alors des fois les gens me regardent avec des grands yeux, mais vraiment s'il y a un âge de la vie que je trouve particulièrement attachant, sensible, pertinent, extraordinaire, j'y vais, mais c'est vrai, hein, vraiment, c'est l'adolescence. Et je pense qu'on aurait beaucoup à gagner hein, à avoir un peu moins peur de nos ados, à les trouver un peu moins chiants, ou à les trouver chiants à certains moments, mais à nous rendre compte de ce que c'est que ce moment très particulier de la vie où votre corps se métamorphose et votre appétence à la vie, à la compréhension du monde se met en place dans un monde quand même qu'on leur offre aujourd'hui qui est parfois très anxiogène. Donc oui, je pense qu'il faut faire attention à pas trop découper l'être humain et les stades de la vie en trop de moments. Je pense qu'on est enfant jusqu'à 18 ans, je le redis, et qu'effectivement, à un moment, on traverse cette question de la puberté et de l'adolescence, mais que ça n'empêche qu'on est tout de même un enfant au regard de la loi civile, un enfant au regard de la loi pénale, et un enfant pour la médecine aussi, par exemple, et la biologie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci pour cette conférence. Vous avez esquissé pas mal de différentes... Enfin, on a eu un aperçu historique. Vous avez parlé également un petit peu de ce qui se passait dans d'autres pays, comme à un moment l'Angleterre et l'Espagne. Avec votre regard, quels seraient les grands axes de ce qui serait une prise en charge un peu plus idéale, en tout cas, de l'enfance irrégulière? Moi, je suis historienne, hein. Je suis pas experte. Enfin, c'est compliqué hein, la question que vous me posez. Je vais essayer de pas botter en touche. En plus, c'est la dernière question, m'a-t-on dit. Donc, je crois que c'est important d'avoir du temps, d'avoir des professionnels formés,
Et encore une fois, parce que c'est une notion vraiment qui fait sens pour moi, de mettre en place l'idée socialement acceptée qu'il y a un risque à l'éducation et qu'il vaut la peine d'être pris. Et que ces adolescents ont quand même foncièrement, à l'exception, mais très minoritaire, d'enfants qui sont très en difficulté, c'est des enfants qui sont dans une volonté de trouver leur place dans la société. Ne croyons pas autre chose. Et donc ces enfants, ces adolescents, ces adolescentes ont besoin parfois à un moment escarpé de leur chemin d'adultes qui les accompagnent. Et je pense qu'il faut une pluralité d'adultes, parce que parfois on devient le mauvais objet, et c'est pas plus mal, et puis il y a un meilleur objet qui va se mettre en place. Il faut une multiplicité de regards. Il faut, quelqu'un l'a dit hier dans le public, il faut faire avec. Pas seulement parler, pas seulement décider, il faut accompagner. Il faut écouter, beaucoup écouter aussi, même quand il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, et donc est-ce que c'est utopique? Je ne suis pas si sûre. Je pense qu'il y a plein d'endroits où ça se passe, beaucoup d'endroits où ça se passe. Après, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à publiciser plus ces endroits où ça se passe? Peut-être que c'est ça aussi qu'il va falloir qu'on s'attelle à faire. Et Concertina, pour ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup pour cette belle conclusion.